Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio, évidemment, toujours une émission qui sera très politique avec la NUPS qui se fissure, LR en force pivot, le RN vainqueur, vrai vainqueur finalement, et puis toujours la question autour d'Elisabeth Borne. Elle a présenté, vous le savez, sa démission ce matin qui a été refusée par le président de la République et Emmanuel Macron qui reprend la main et qui convoque les chefs de parti et annule le Conseil des ministres. Tous ces sujets avec vous, avec Fatima El Ouazdi, adjointe au maire de Rueil-Malmaison, fondatrice de Politique L. Bonjour. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Bonjour. Bonjour. Régis de Castelnau, avocat, vu du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour à vous. Bonjour. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Allez, c'est l'actualité. Nicolas Corato, à vous l'honneur. Ah ben merci. Moi j'ai un coup de cœur pour la fête de la musique qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Peut-être l'occasion de rappeler et de rendre à César ce qui est à César. C'est Maurice Fleuret, qui était à l'époque directeur de la culture et de la musique et de la danse au ministère de la Culture, qui a monté ce premier événement sur une idée originale d'un musicien américain qui s'appelait Joel Cohen et qui, dans les années 70, voulait créer un solstice musical. C'est une initiative qui est partie un peu toute seule et un peu de manière très artisanale, mais qui a immédiatement pris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. C'est de voir, de replonger dans la France de 82 et de voir quelles étaient les réactions à l'époque. Alors, on aurait pu avoir les wokistes de l'époque, parce que finalement, contre les réactionnaires de l'époque également, c'était la fête du bruit pour certains, pour la droite. Ça l'est toujours, je vous confirme. Qui dénonçait la fête du bruit, oui, pas que. C'était surtout l'idée que faire sortir la musique des institutions comme les conservatoires, reconnaître que la musique amateur, ça pouvait exister, reconnaître que des jeunes gratouillant une guitare puissent aller dans la rue, trouver un public, c'était complètement nouveau et c'était très très disruptif comme on dit aujourd'hui. Finalement, 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, il y a 120 pays qui ont adopté la fête de la musique, donc c'est un succès international, planétaire. Et puis surtout, il y a toute une génération de jeunes artistes, de variétés, de pop, de rock français, qui se sont formés à la gestion du public, à la première scène, au premier concert, grâce à cet événement, qui reste un événement extrêmement populaire, qui peut parfois déborder, et qui peut parfois effectivement embêter les voisins. C'est une fois dans l'année, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et la plus difficile pour les urgentistes aussi, hein. C'est la pire des nuits. Non mais c'est un peu rabat-joie. Bien sûr, non mais toutes les festivités ont aussi leurs inconvénients et on peut se féliciter que dans un pays comme le nôtre, on arrive encore à organiser des manifestations comme ça, qui sont des manifestations nationales. C'est une des seules manifestations avec le 14 juillet qui a lieu partout en France. C'est-à-dire que toutes les villes, tous les villages, y compris les plus reculés, sont concernés et peuvent faire quelque chose. Donc voilà, je trouve que c'est un bel anniversaire. Moi, je trouve que ça fait du bruit. Vous voyez, j'ai pas changé avec les réactionnaires des années 80. Mais écoutez le son que Gilles Gansman nous a passé dans le zapping ce matin, justement, petit retour aux prémices de la fête de la musique. L'initiative du ministre de la Culture, Jack Lang, cette journée du 21 juin, premier jour de l'été, est donc dédiée à la musique. 21 juin 1982, les rues de Paris investies par des musiciens amateurs. Une sorte de libération de la pratique de la musique dans la foulée de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Nous proposons aux Français qui le veulent bien de saluer la naissance de l'été. Et on ne dirait pas, mais le nouveau ministre de la Culture avait peur de faire un bide. Moi j'avais un vrai trac. Vous imaginez, si les gens n'étaient pas sortis de chez eux. Bowie ou Sting ont été invités de prestige et même... Il y avait la folie, Mick Jagger. Vous trouvez qu'il est bon de fêter la musique? Oui, c'est une bonne idée, je crois. Voilà, vous voyez, c'était à l'époque Mick Jagger. Je trouvais que c'était bien. Vous en pensez quoi, Régis, qui est un vieux réactionnaire? Épouvantable réactionnaire, mais moi, je comptais en parler tout à l'heure avec mon coup de gueule, mais je vais... Allez-y, enchaînons. Je vais commencer par dire que moi, j'étais favorable à la fête de la musique. Je suis pas... C'est un de mes drames, je ne suis pas musicien, je suis mélomane, très mélomane, mais je ne suis pas musicien. Aucun de mes 5 enfants, et je peux vous dire que j'ai tout essayé, que ça m'a coûté cher, n'est également musicien, vaguement mélomane. Moi, je trouve ça bien. Moi, il y a plein de pays qui l'ont... Alors, qu'il y ait des contradictions, qu'il y ait des détournements commerciaux, des choses comme ça, oui, c'est possible. Mais écoutez, non, personnellement, j'y suis assez favorable. Ce qui ne m'empêchera pas, dans quelques instants, de dire beaucoup de mal de Jack Lang. Voilà. Oui. Qui est le fête de la musique, Georges? C'est bien, c'est pas bien? Moi, je trouve ça également très bien, la fête de la musique.
Surtout à notre époque où beaucoup de jeunes s'enferment dans leur téléphone, ça fait un moment où on sort, on fait de la musique pour les autres, un peu à l'ancienne, un peu autour du feu. C'est effectivement une grande fête populaire, donc autant le saluer. Et un petit bémol, mais qui n'a rien à voir avec la fête de la musique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce sont les urgences. Ouais. Avec des urgences qui sont en déficit, détruites par 40 années de néolibéralisme sabordé. Eh ben, c'est ce genre de soirée dangereuse pour les jeunes, parce que si malheureusement arrive trop d'accidents, il n'y a plus les capacités pour traiter tout le monde. Ouais. On a entendu que l'hôpital de Bordeaux allait fermer 600 lits cet été. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça extrêmement inquiétant que des urgentistes, il y a 40 ans, personne ne disait ça, ni il y a 30 ans, ni il y a 20 ans, où ce soir des urgentistes s'inquiètent de savoir s'ils vont réussir à faire le travail qu'ils veulent faire, qu'ils font au service du public, c'est un peu inquiétant. Oui, Fatima, bien. La fête de la musique va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes en ces temps politiques compliqués de s'aérer, de fêter l'arrivée de l'été en espérant que les vacances qui arrivent feront une pause à tout le monde. Je pense que tout le monde en a besoin. Alors Caroline nous dit oui, c'est bien, mais quand on bosse le lendemain, c'est compliqué, ça touche beaucoup de monde. Pourquoi ne pas fixer un jour le lendemain qui soit congé le lendemain? Et puis Stéphane nous dit le souci, c'est que le reste de l'année, on n'aide pas les jeunes pour faire de la musique et les cours de musique au collège ont disparu. C'est une réflexion tout à fait juste. À l'époque, il y avait une politique public pour la musique. Voilà, il n'y en a plus aujourd'hui. Et je vous conseille de réécouter le billet de Guy Carlier de ce matin qui était très drôle et évidemment grinçant sur cette fête de la musique. On revient avec vous dans un tout petit instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi avec Fatima El Ouazdi, adjointe au maire de Rueil-Malmaison. Vous êtes fondatrice du mouvement politique Elle. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Régis de Castelnau, avocat, auteur du livre Une justice politique paru aux éditions L'Artilleur. Vous avez un blog Vue du droit. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Évidemment, aujourd'hui, les débats continuent de porter sur ce second tour des élections législatives, sur les conséquences. La NUPS est-elle en train de se fissurer? Le LR en force pivot. Quel sera le rôle du RN? Et puis le cas Elisabeth Borne, elle a remis sa démission ce matin, qui a été refusée par le président de la République, on l'a évoqué hier, et Emmanuel Macron qui tente de reprendre la main et qui convoque les chefs de parti et qui a annulé le Conseil des ministres. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, on continuons avec vous, Régis, puisqu'on parlait de la fête de la musique de Jack Lang. Oui, mon coup de gueule, c'est la nomination, la reconduction de Jack Lang à la tête de l'IMA, l'Institut du monde arabe. Je pense que l'Institut du monde arabe est quelque chose d'important. C'est un institut qui compte dans notre relation avec le monde arabe. L'immeuble est magnifique. Je veux dire, c'est quelque chose de très positif. Et je pense qu'on avait tous les orientalistes qu'il fallait, prestigieux pour remettre à la tête. Non, on reconduit, mais ça c'est du Macron tout pur, on reconduit une momie, enfin excusez-moi, je veux dire aujourd'hui Jack Lang, c'est toute une trajectoire, c'est toute une carrière, qui fleure bon d'ailleurs la corruption. On a parlé des Vous êtes avocat, maître. Est-ce que c'est pas de la diffamation? Non. En général, bon, il y a des choses qu'on peut pas dire, mais que vous connaissez comme moi. Il y a les 100 000 euros de costumes, on en avait reproché pour 10 000 à François Fillon, on avait reproché à juste titre d'ailleurs. Il y a, quand il est arrivé à l'Institut du monde arabe, il avait exigé que le traiteur qui alimentait le restaurant du dernier étage, et j'invite à y aller, on a une vue magnifique et tout, exigeait que lui et ses amis soient traités gratuitement, etc. Enfin, je veux dire, ça témoigne, voilà, on fait un petit cadeau à monsieur Lang qui a fait sa carrière, son tour, et qu'on verrait avec plaisir disparaître. Mais ça, c'est cette espèce de désinvolture qui dévalorise l'Institut du monde arabe. Mais comment vous l'expliquez? Il a 83 ans, Jack Lang. Donc, comment vous expliquez effectivement qu'il soit reconduit, encore une fois, avec en interne, j'appuie ce que vous dites, une gestion humaine assez compliquée, 17 secrétaires en 8 ans, 8 DIRCOM en 8 ans, donc visiblement pas très simple à gérer.
Non, mais je crois que c'est une désinvolture macronienne. Il n'est pas désinvoltant tout, Emmanuel Macron, mais là, je veux dire, il s'en fiche un peu. Je le regrette parce que je pense à l'importance de cet institut, à l'image que ça donne, etc. Non, on fait un petit cadeau à quelqu'un qui n'a, je veux dire, plus sa place dans ce genre de poste. Bon, voilà, c'est une facette du macronisme qui me déplaît profondément. Petit mot de beaucoup de nos auditeurs qui disent il faut penser à Steve qui est mort il y a 4 ans à Nantes lors d'une fête de la musique. C'est vrai que vous êtes nombreux à rappeler la mort de Steve qui a été retrouvé noyé après une charge de police. Continuons. Vous m'autorisez deux petites observations sur ça. Ouais. J'y pensais pas. Oui, je rappelle que l'instruction dure depuis 4 ans et qu'il ne se passe rien. Hein. La justice n'est pas pressée de mettre en cause, et je pense en particulier aux gradés de la police et aux préfets, hein, qui depuis ont eu des promotions d'ailleurs. Et dont la responsabilité apparaissait de ce qu'on pouvait savoir. On verra ce que la justice dira d'ici 10, 15, 20 ans. Mais je trouve la gestion, y compris postérieure, de ce qui s'est passé. Rappelez-vous que c'était en pleine suite de la crise des Gilets jaunes. Je trouve que le traitement qui est fait par la justice est déplorable. Très bien. Concernant Jack Lang, je voulais apporter... Enfin, je suis entièrement d'accord avec, évidemment, avec Régis sur ce qui a été dit, et concernant la corruption, c'est au minimum la corruption morale la plus totale de ce personnage, et en particulier pour ceux qui viennent de gauche. Il est une des incarnations de la dérive insupportable de la gauche vers les pouvoirs d'argent, et par certains aspects, la corruption. Et puis quand à 83 ans, peut-être c'est un petit cadeau, peut-être c'est une désinvolture, mais c'est quelqu'un qui a toujours été dans les sphères du pouvoir, qui a beaucoup de dossiers. Et quand on est reconduit comme ça, c'est qu'on a souvent des dossiers, il paraît-il qu'il en a de très très bons sur beaucoup de monde. Ouais. Et ce genre de personnes, eh bien, en général, il vaut mieux les laisser mourir tranquillement. Pouvoir de nuisance, c'est ça ce que vous dites ? Quand on est au pouvoir d'une manière ou d'une autre depuis plus de 40 ans... Nicolas va défendre Jack Lang. Non, moi, je connais moins... Manifestement, je connais moins bien Jack Lang que vous. J'ai moins d'informations que vous sur ce personnage. Non, ce qui me marque quand même dans cette reconduction, c'est que ce poste est un poste politique. Donc, que ce soit un homme politique ou une femme politique qui en hérite, c'est tout à fait normal. Mais ce qui me marque, c'est que voilà un président de la République dont une grande partie de ses fidèles viennent de subir une défaite législative. Il y a plein de jeunes députés qui se sont engagés, sortants, qui se sont engagés pour Emmanuel Macron pendant 5 ans et qui se retrouvent sans aucun mandat. Est-ce que ce président n'aurait pas pu profiter de ce moment-là pour faire monter effectivement un des jeunes, un de ses élus, un de ses fidèles, plutôt que de reconduire effectivement Jack Lang, et ça c'est très intéressant politiquement. Finalement, Emmanuel Macron a toujours un œil sur l'ancien monde plutôt que sur le nouveau. Allez, on continue notre tour de table. Georges Kuzmanovic, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule qui se répète. Vendredi dernier, une information qui est passée un peu à l'as en France, fort légitimement à cause des élections, c'est le fait que le Royaume-Uni a autorisé l'extradition de Julian Assange, qui bien sûr peut faire appel et va faire appel, mais la réalité est que ses chances sont très très faibles, et il sera, au terme de la procédure d'appel, il sera très certainement extradé aux États-Unis, où il attend une condamnation de plus de 170 ans d'emprisonnement, et où il subira des tortures au moins psychologiques qu'ont subi ceux qui ont donné les informations à Wikileaks, puisque Julian Assange, c'est Wikileaks, c'est un lanceur d'alerte, c'est le lanceur d'alerte, avec Snowden, qui lui apporte évidemment son soutien. Et eh bien c'est assez étonnant, puisque nous sommes quand même c'est l'Europe, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'habeas corpus, ce sont les droits de l'homme. On reproche légitimement à tout un tas de pays de ne pas respecter la liberté de la presse. Et là, pour celui qui est le plus grand lanceur d'alerte, Julian Assange, eh bien on ne la respecte pas. On fait des fausses procédures, de fausses accusations qui ont fait qu'il a passé plus de 12 ans, soit enfermé dans l'ambassade d'Équateur, soit plus de 3 ans dans les prisons britanniques, sans avoir commis aucun crime, pour la seule raison que les États-Unis exigent qu'il soit extradé et qu'il puisse en faire ce qu'ils veulent. Et ils donnent une leçon, comme et toujours sont données des leçons contre les lanceurs d'alerte. Je crois que je connais aucun lanceur d'alerte qui s'en soit tiré.
que ce soit ceux qui ont dénoncé les banques suisses ou les LuxLeaks, en fait, ils ont leur vie, au minimum leur vie sociale détruite. Leurs familles sont cassées, jusqu'à Assange qui lui va subir le pire. Et donc c'est tragique et c'est inadmissible. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas le prix Sakharov que remet chaque année la Commission européenne, enfin l'Union européenne, le Parlement européen, pardon. Et visiblement, dans ce cas-là, ça ne les intéresse pas. Poser la question, c'est y répondre. Hein. Bon. Ah oui, bien sûr. Les dénonciations qu'on lui reproche, les informations qu'on lui reproche, c'était sur les prisons secrètes de la CIA, c'était sur Abu Ghraib, rappelez-vous les abominations, c'est d'avoir révélé également Guantanamo, etc. Enfin, je veux dire, le dessous des cartes. Et c'est ça qui lui est reproché grâce à l'extraterritorialité qui permet aux États-Unis d'aller aux quatre coins du monde, n'importe où, reprocher à des gens des choses qu'ils ont pu faire en violation, bien évidemment, de tous les principes fondamentaux du droit. Oui. Et je rappelle que nous sommes... et d'autres, pour que la France s'honore de reconnaître Julian Assange comme un de ses citoyens et lui accorde l'asile politique. Fatima, on va commencer notre débat politique avec vous et un constat sur cette nouvelle Assemblée. Oui, quand on regarde un peu les profils de cette nouvelle Assemblée nationale, c'est vrai qu'on constate, et moi je parle en tant que présidente d'associations féministes aussi, que la parité est en léger recul dans la féminisation de l'Assemblée nationale. Il y a 5 ans, c'est vrai que ça avait fait un bond de 20 à 39%, ce qui était inédit dans l'histoire de la République. Et ça s'explique par plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il y a des partis qui continuent, hélas, d'investir ou de ne pas investir suffisamment de femmes dans des circonscriptions qui sont gagnables. Je pense notamment au parti des Républicains, parce que leur mantra, c'est l'ancrage local, mais la réalité, c'est que les élus locaux, les maires, ce sont souvent des hommes, et ceux qui se positionnent au local sont souvent des hommes, que 15% de femmes qui sont maires, ce qui de fait induit une stratégie politique qui néglige les femmes qui s'engagent au sein des partis des Républicains, puisque eux n'ont pas suffisamment de femmes. Ce sont un peu les mauvais élèves, avec seulement 29,5% de femmes élues, bien en deçà de la moyenne de tous les partis. En revanche, c'est plutôt les bons élèves, c'est la NUPES, donc plutôt le flanc gauche, avec presque 44% de femmes qui ont été élues députées dans ce groupe-là, et Ensemble avec 40, et quelques pourcents. Et pour moi, il y a deux sujets à faire. C'est continuer les efforts pour que les femmes soient investies dans des circonscriptions qui soient gagnables, et de continuer à féminiser et à mettre en avant des femmes dans tous les partis politiques, notamment ceux de droite. Et il y a un enjeu aussi qui est important dans les postes qui vont être distribués cette semaine, c'est que, par exemple, la présidence de l'Assemblée nationale puisse échoir à une femme pour la première fois de l'histoire de la République, donc et de la 5e République. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est important, que les présidences de groupe soient aussi féminisées, puisqu'on sort d'un quinquennat où malheureusement il y a eu très peu de femmes qui ont été présidentes de groupe, sauf il me semble Valérie Rabault. Donc là, a priori, on aurait Marine Le Pen qui va devenir présidente du groupe Rassemblement National. C'est vrai que mais peut-être que on pourrait faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes qui soient à des postes de pouvoir, qu'elles soient questeurs, par exemple aussi de la Stormée, premier questeur et pas 3e questeur ou 2e questeur. Et enfin, j'estime aussi quand des partis acceptent d'avoir des pénalités de 1, 2, 3 millions d'euros pour non-respect de la parité, j'estime qu'il faut doubler ou tripler ces amendes pour que, in fine, il n'y ait plus des partis qui rechignent à la parité. Voilà ce que je voulais un petit peu dire en ouverture. C'est vrai qu'on l'a assez peu évoqué, cette composition de l'Assemblée et de cette parité dont on avait beaucoup parlé la dernière fois et qui, cette fois-ci, passe un peu sous les radars. Oui, Georges ? Alors vous avez raison, c'est important. Il ne faut pas qu'on oublie les autres discriminations, en particulier les discriminations de classe. Il y a quand même un net progrès, même si ce n'est pas suffisant, du genre, donc des femmes en politique. Par contre, le progrès des catégories populaires, ouvriers, petits employés, artisans, petits cadres d'entreprise, bon, il reste très très en deçà. Donc je salue tant la NUPES avec Madame Keke, qui a permis à cette femme qui est parfaitement symbolique, et femme de ménage, et immigrée et intégrée, et qui elle salue la France d'ailleurs, contrairement à d'autres. Et la remercie de porter la voix
tous ces employés surexploités. Ouais. Mais de l'autre côté du Rassemblement national, il y a une certaine Lisette Paulet. Oui, il y a une femme de ménage, on l'a évoqué hier aussi. Paulet, voilà. Ouais. Et puis, ils ont mis quelques artisans. Et donc, il y a une très, très... D'origine immigrée aussi, hein. Exactement, portugaise. Exactement. Et donc, c'est intéressant. Et contrairement à la précédente législature, on a une légère progression. Mais on est encore très très loin quand même, c'est largement dominé de manière écrasante par les catégories sociales supérieures. Il ne faut pas donc s'étonner. 6. Ouais. Mais ce qui est déjà pas mal. 6, il y avait 0 la dernière fois. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est 1%. 3 RN, 3 NUP. Il y a Mathilde Panot qui est présidente de groupe aussi. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, j'avais oublié Mathilde Panot, je suis désolée. Il y a Valérie Rabault, Mathilde Panot. Un mot, Nicolas, sur ce que vient de dire Fatima. Non, vous savez, la grande blague dans les partis politiques traditionnels, c'est de demander comment on appelle une candidate. Ça s'appelle une suppléante. Ouais. Voilà, donc c'est encore une réalité. Moi, je suis tout à fait d'accord sur la carte des circonscriptions. Oui, dans tous les partis, y compris à gauche, les circonscriptions les plus difficiles échouent trop souvent à des femmes. Et ça, c'est un vrai sujet qui devrait être regardé. Et ça ne suffit pas effectivement de présenter paritairement autant de candidats que de candidates. Il faut aussi leur avoir donner une forme d'équité en situation politique, de gagner. Voilà, et de pouvoir gagner. Parce qu'effectivement, quand vous regardez une carte électorale, vous demandez où sont les femmes candidates et vous voyez quelles sont les circonscriptions faciles ou difficiles. Qu'elles sont envoyées au casse-pipe assez souvent. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour parler donc des conséquences de ce second tour des législatives. À tout de suite. Sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, on évoque encore une fois les conséquences de ce vote, de cette gifle pour le président de la République. Elisabeth Borne peut-elle rester? C'est en tout cas la question qui se pose depuis hier. Elle a remis sa démission ce matin au président de la République qui l'a refusé. À noter qu'Emmanuel Macron donc a décidé de convoquer tous les chefs de parti. Il a annulé le Conseil des ministres. Elisabeth Borne a annoncé qu'elle allait recevoir cet après-midi le gouvernement. Situation, et c'est hier qu'on l'évoquait, compliquée pour Emmanuel Macron, mais qui, compte tenu de son tempérament, n'aime pas réagir sous la pression, donc ne cédera certainement pas aux demandes de l'opposition, de l'opposition en général, qui demande la démission d'Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Georges, commence avec vous. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il doit trouver comment gouverner. Bah oui. Et qu'il a besoin effectivement de temps pour tenter la seule option vaguement réaliste qui soit, c'est une alliance avec tout parti des LR, même s'ils s'en gardent bien pour le moment. Mais sinon, il n'y a pas d'autre option. Donc il lui faut du temps pour ça. Et si ça se passe, cela nécessite d'accorder pas mal de postes ministériels, pourquoi pas un poste de Premier ministre, et d'avoir des anciens cadres supérieurs, si on peut dire, de LR, de Édouard Philippe jusqu'à Bruno Le Maire, en passant par Darmanin, qui fassent le go-between et assure cette... le liant entre eux, mais c'est pas gagné, et évidemment que l'opposition souhaite faire tomber Borne le plus vite possible pour qu'elle se retrouve embarrassée. Bien sûr. Puisse pas gérer la situation. Fatima, j'estime qu'il n'y a pas de tabou déjà sur la démission d'Elisabeth Borne, parce que de toute façon il y a une démission de courtoisie qui fait partie un peu je dirais des institutions, même de la façon dont les institutions fonctionnent de façon historique, parce qu'il y a eu des élections législatives dimanche soir avec un résultat dont la Première ministre a bien évidemment pris acte en disant que ça allait être difficile et qu'il lui fallait construire une majorité d'action. Par ailleurs, plusieurs ministres ont été balayés par cette élection législative et qui doivent de toute façon démissionner. Donc c'est la démission d'Elisabeth Borne qui va entraîner bien évidemment la démission de ces ministres qui ont perdu aux législatives, comme Amélie de Montchalin. Et ce qui va se passer de façon assez, je dirais, naturelle, c'est qu'on va aller chercher député par député, et c'est ça qui prend du temps en ce moment, c'est d'aller concerter et d'aller trouver des députés qui sont par exemple non inscrits à gauche, pour l'instant qui ne sont pas forcément inscrits dans un groupe parce qu'ils n'ont pas été investis par la NUPES. Par exemple, je pense par exemple à Olivier Falorni qui a gagné sans avoir l'étiquette NUPES et très bien réélu. Voilà, il y en a plusieurs comme ça dans cette situation-là, des députés, Paul Molac en Bretagne, Olivier Falorni, des députés non inscrits qui siégeaient par exemple dans le groupe Liberté et
territoire lors de la législature qui vient de s'achever. Donc vraiment, ce travail-là, en fait, mine de rien, c'est vrai que les institutions contraignent parce qu'il va y avoir l'élection du président de l'Assemblée nationale demain. Donc tout ça, ça va aller assez vite. Et oui, il faut un peu de temps pour résoudre une équation qui paraît maintenant difficile à résoudre, insoluble, littéralement. Mais ça va prendre du temps d'aller chercher député par député. Il en faut 40 pour combler un petit peu ce trou dans la raquette. Et ben, il faut du temps pour aller chercher. Donc voilà. Et moi, je pense qu'Elisabeth Borne a le mérite. Déjà, elle a gagné son élection législative, ce que certains pensaient qu'elle allait être plus difficile que possible. Finalement, elle a quand même gagné, et bien gagné, non pas sur le rasoir à quelques dizaines ou centaines de voix. Elle a quand même bien gagné son élection législative dans un contexte national difficile. Elle a aussi le profil qui peut quand même aller chercher des députés à gauche. On voit bien aujourd'hui la posture des LR. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, qui visiblement, à date, pour l'instant, ne veulent pas s'inscrire dans la majorité. Puis maintenant, il y a des consultations qui vont avoir lieu. Le président de la République est en train de recevoir les leaders des partis politiques, Christian Jacob, Olivier Faure, c'est inédit, et même Marine Le Pen. Oui, c'est inédit, c'est une situation exceptionnelle. Jamais un président de la République n'a été élu sous une cohabitation. En réalité, c'est qu'en fait, on ne savait pas ce qui allait se passer après l'élection présidentielle. On ne pouvait pas deviner qu'on allait avoir la majorité présidentielle, une majorité relative. Maintenant, on a pris acte de ces résultats. J'ai été moi-même candidate aux élections législatives. On a pris acte de ces résultats et on veut y travailler. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai ressenti aussi sur le terrain lors de cette campagne présidentielle puis législative, c'est que, à la manière de Nicolas Sarkozy en 2012, à la fin de son quinquennat, il y a aussi un macronisme, je dirais, primaire qui s'est développé. Oui. Parce qu'il y a eu des oppositions qui, pendant 5 ans, n'ont pas fait la part des choses sur le bilan du président de la République. Parce qu'en fait, quand on explique le bilan du président de la République, par exemple sur le social, il y a des bonnes choses qui ont été faites. Mais en fait, à entendre ce matin Christian Jacob sur France Inter, il disait qu'il n'y avait rien qui avait été fait que le président de la République, qui reprenait rien du bilan, qu'il n'a rien fait pendant 5 ans. Il a dit aucune réforme. Mais moi, je suis choquée quand j'entends ça. Oui, mais vous ne pouvez pas rendre responsables les oppositions de l'impasse institutionnelle. C'est pas ce que je dis, hein. Non, mais parce que vous le suggérez, d'autres le disent plus clairement chez LREM ou ensemble. C'est quand même l'œuvre exclusive d'Emmanuel Macron. Chapeau l'artiste. Il est le seul responsable de la situation institutionnelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il est l'unique comptable de cette impasse. Et d'une certaine manière, l'unique responsable. Donc, cette situation, elle est inédite. Pourquoi ? Parce qu'il est en cohabitation, non pas avec un gouvernement, il est en cohabitation avec le Parlement. C'est-à-dire que nous sommes dans une crise de régime où finalement, l'exécutif, le président de la République et le gouvernement se retrouvent face à un Parlement imprévisible, indocile. On va voir comment ça se passe dans les semaines qui viennent. Et vous parliez du temps, vous savez, le maître des horloges, il faut du temps, mais c'est fini ça. C'est plus lui qui dicte le temps. Preuve en est que il est pressé par quoi ? Par une motion de censure qui vient d'être déposée par la NUP pour le 5 juillet. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir prendre les 4 semaines qu'il a prises entre les présidentielles et législatives pour former un gouvernement. Il n'a que quelques jours pour présenter un gouvernement qui pourrait peut-être être défait à l'Assemblée nationale mercredi prochain. Donc tout ça, quand même, ça prouve que Emmanuel Macron s'est mis dans un corner, a fait monter les extrêmes, notamment l'extrême droite, et se retrouve aujourd'hui finalement comptable de sa politique, de sa tactique, de sa haute stratégie, qui met le pays dans une situation institutionnelle inédite et très inconfortable. Au final, peut-être qu'on en tirera une chose positive. D'abord, les Français aiment beaucoup les contre-pouvoirs. Les Français avaient beaucoup aimé les cohabitations. Et puis les Français n'aiment pas les réformes. Finalement, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il y aura peut-être très peu de réformes dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Est-ce que c'est un mal aussi important que ça ? Est-ce que c'est si grave, docteur ? Est-ce que les Français n'ont pas besoin aussi un peu de souffler ? Alors, vous répondrez à cette question, Régis de Castelnau, et nos auditeurs aussi. On a Guy qui va s'exprimer dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Nous évoquons les solutions pour Emmanuel Macron. Quelle solution a-t-il pour reprendre la main ? On a Guy de Paris avant de vous donner la parole, Régis de Castelnau. Bonjour Guy. Bonjour Valérie, bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Eh bien là, on se trouve confronté dans une situation qui devait arriver. Le comportement despotique de petit Roitelet doit avoir une fin. Donc il va être obligé de rentrer dans un certain moule et d'avoir un consensus, d'écouter et d'agir aussi suivant les demandes des différents partis. Il va être obligé.
C'est fini. Hein, il est obligé maintenant d'accepter un consensus. Donc ça va être je pense, je le souhaite, une sorte de montée à l'équilibre. Dans toute réaction, il y a un temps pour monter à l'équilibre. Et bien ce temps, il va prendre quelques semaines, voire même quelques mois, pour obtenir ce consensus, cette entente des différents partis. Je le souhaite, pour le bien de la France. Voilà. On ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer, mais c'est ce que je souhaite. Mais c'est ce que je vois. Il y a une montée à l'équilibre, hein, une sorte de consensus qui va s'instaurer. Qui ne va pas être facile du tout. Hein. Surtout lorsqu'on a un monsieur comme Mélenchon qui est de l'autre côté, qui est en face. Vous avez voté pour qui, si c'est pas indiscret? Alors, non, c'est pas indiscret du tout. Alors, moi, je n'ai jamais voté pour Macron, jamais voté pour Marine Le Pen. À chaque fois, j'ai voté blanc. Ouais. J'ai voté pour les dernières élections, j'ai voté pour les LR, pour les Républicains, d'accord. Le premier tour, je vote pour les Républicains. Le second tour, je votais blanc. Cependant, pour les législatives, j'ai voté aussi pour les Républicains. Second tour, j'ai eu le raisonnement suivant. Je ne veux pas, si je vote blanc, c'est comme si je ne faisais rien quasiment. Mais j'ai dit, je vais voter pour Guérini qui était le représentant d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Pour faire une opposition à la NUPS. Voilà. Voilà. Je ne me suis pas prostitué, mais j'ai voté utile, quelque part. Je préfère qu'il y ait plus de puissance du côté d'Emmanuel Macron que du côté de la NUPS. Oui. Ouais. Alors, Régis. Oui, moi, j'entendais Nicolas, je suis en désaccord total avec lui. Quel blocage, quelle impasse institutionnelle. Attendez, on a une constitution qui a, dans la pratique, été extrêmement abîmée par M. Macron, qui avait une majorité pléthorique, qui a transformé l'Assemblée nationale en chambre d'enregistrement de godillots, etc. Mais là, le peuple français a décidé. Bon. Pas avec trop d'abstention, d'accord. Hein. La Constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Monsieur le Président, vous devez choisir un Premier ministre à votre place, légitime, 58%. Le Premier ministre doit essayer de former un gouvernement et propose au Président de la République la nomination des ministres. C'est au Premier ministre de le décider. Hein, et ensuite, ce Premier ministre, il vient devant le Parlement, il fait son discours de politique générale qui n'est pas nécessairement suivi d'un vote de confiance. C'est pas comme ça sous la Ve République, dont je rappelle qu'elle est aussi une république parlementaire. Hein, il y a une dimension présidentielle et c'est une république parlementaire. Donc on va voir ce qui se passe. On va voir comment c'est composé. Je ne sais pas si ce sera Madame Borne, etc. Hein, donc on a des institutions, pour une fois qu'on peut s'en servir, servons-nous-en. Et j'ajoute une chose, les pitreries mélenchoniennes. Hein, je vais déposer une motion de censure, mais pardon, la motion de censure, d'abord il faut, les parlementaires ne sont même pas installés, qu'ils l'annoncent déjà, ils fixent une date. C'est de la politique, Régis. Ensuite, il faut un certain nombre, nombre de parlementaires et il y a des conditions au dépôt. Hein. Il y a des initiatives de calendrier. Ça peut être une réponse au 49.3. Hein. Ça peut être une décision spontanée. On ne sait pas qui sera Premier ministre. On ne sait pas qui sont les ministres. On ne sait pas quelle sera la majorité. Et on vous dit déjà, puisque je devais être Premier ministre, mais j'ai été battu. Hein, et mon groupe, que j'espérais bien, on parlera peut-être de NUPS. Hein, oui, on va en parler après. Unique, hein, j'ai été battu parce qu'il y a un battu de dimanche. C'est Jean-Luc Mélenchon qui avait fini par croire à ces rodomontades. Hein, et il dit, je vais déposer une motion de censure le 5 juillet, etc. Allez, soyons sérieux. En fait, Emmanuel Macron est président, à lui de faire le travail du président, enfin, hein, au Premier ministre qui va choisir et désigner de faire le sien, et ensuite au Parlement de statuer. Mais voilà comment ça fonctionne. C'est intéressant, Régis, parce que vous nous dites qu'il faut faire vivre le régime parlementaire, et dans la même phrase, vous nous expliquez qu'il ne faut pas que les parlementaires aillent trop vite en besogne pour faire valoir leur pouvoir. Mais ils ne sont pas installés. Ils ne sont pas installés. Mais ils sont élus, mon cher Régis. Ils sont élus. Je suis désolé, le reste, c'est l'administratif. Voilà, mais ça, le reste, c'est l'administratif. Le peuple a tranché. Ils sont installés, ils sont élus. Ils ont le droit de s'exprimer. Mais non, mais ça, c'est du coup de force. Le Conseil constitutionnel ne les a pas encore proclamés. C'est pas du coup de force, Régis. Et si on respectait un peu les... Ça s'appelle la démocratie.
Non, et la démocratie, c'est le fonctionnement des institutions choisies par le peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, mon cher Régis. Oui, monsieur. Mais vous êtes de plus en plus macronien, Régis, je trouve. Très respectueux des institutions et de la forme. Ici, chacun sait que je déteste Macron depuis le premier jour. Moi, j'étais un des premiers à gueuler contre le coup d'État de 2017. Faut être sérieux. Non, là, laissons fonctionner les institutions, plutôt que de partir en prétendant déjà, je dépose une motion de censure. Oui, mais on est dans une impasse. Il y a bien une pression. On sent bien qu'il y a une pression qui est mise dès le départ par toutes les oppositions. Mais c'est normal, il a perdu. Macron a pris une rousse. Mais il n'a pas l'air de réagir comme s'il avait perdu. C'est un petit peu ce que lui reproche. Oui, mais c'est le problème. C'est son problème. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il a dit on rentre dans le bizarre. Pour moi, finalement, dimanche, nous vous fait la démonstration que ce qui était bizarre, c'est le résultat du 24 avril. Parce que moi, je peux vous dire que j'étais totalement surpris. Non pas que Mélenchon ne soit pas Premier ministre, parce que ça, c'était de la rigolade, mais que de cette chambre qui est sortie là, j'y croyais pas. Je pensais qu'il aurait une majorité, etc. Et donc, c'est donc le 24 avril qui est bizarre, et que lui, il soit dérouté et qu'il soit dans une situation politique difficile, je m'en réjouis. Et c'est peut-être une excellente situation, peut-être une excellente chose pour la France. Car si Emmanuel Macron n'arrive pas à trouver un accord quelconque avec les LR et que plutôt les LR préfèrent jouer l'opposition et espérer un effondrement de la LREM pour récupérer leurs forces perdues au profit de la LREM, et que la gauche, en particulier Mélenchon, attaque systématiquement et fait des motions de censure ici et là, ça se trouve, ça sera ingouvernable. Et ce qui est intéressant, c'est que les Français se rendront compte, comme se sont rendus compte les Belges, que on peut avoir 1 an, 18 mois, sans réel Premier ministre, sans réel gouvernement, et que les choses continuent à tourner, parce que les choses tournent de facto, parce qu'il y a une mainmise très large de la haute fonction publique en France, comme dans tous les pays européens, qu'il y a une très large prise de contrôle supranationale, en particulier par la Commission européenne, de ce qui se passe en France, et qu'en fait, les politiques, sauf ceux qui sont en opposition, mais en tout cas ceux qui sont élus comme Emmanuel Macron, sont juste des passe-plats de décisions prises ailleurs et à Bruxelles. Et ça serait peut-être un moment d'un grand révélateur pour nos concitoyens. Je ne pense pas qu'on ait la même situation qu'en Belgique, et il y aura assez vite une reprise en main. C'est vrai que je vois Sandrine Rousseau qui promet du chahut à l'Assemblée nationale. Il y a une volonté de créer, de semer le désordre, et pour le coup... Qui correspond à l'expression d'une partie de l'électorat. Je veux dire, c'est pas, ils ne trahissent pas leur électorat. L'électorat qui a porté la NUP en nombre de sièges à l'Assemblée nationale attend ce genre de comportement. C'était un vote de protestation, c'était un vote peut-être d'adhésion au projet global de la NUP, mais c'est aussi un vote de protestation contre la fabrique du pouvoir. Et donc effectivement que ces députés se comportent de la sorte, c'est tout à fait normal. Ce qui serait anormal, c'est qu'ils soient déjà en train de discuter d'accord avec tel ou tel groupe hors NUP. Ils sont dans leur mandat d'une certaine manière. Oui. Ce que je trouve intéressant en écoutant à peu près toutes les interventions, c'est que mine de rien, depuis le résultat de dimanche, on n'entend plus personne parler de la 6ème République. J'ai pas entendu, la NUPES nous relancer sur ce sujet, alors que bon, voilà. Oui, c'était leur blocage. Ils se satisfont, du résultat et de la façon dont les institutions fonctionnent, parce que finalement, elles sont plutôt bien construites. On peut pas reprocher ça à la 5e République. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça aurait été peut-être pire encore si on avait eu la proportionnelle, mais que mine de rien, les Français ont montré qu'il était possible de dépasser en fait le fait majoritaire qu'on appelle à chaque fois après les élections présidentielles, et de montrer que c'était possible aussi de voter au cas par cas avec des dynamiques nationales sur des circonscriptions locales. Et du fait, le scrutin uninominal à 2 tours n'a pas empêché le groupe Rassemblement National d'être le plus gros groupe de l'opposition aujourd'hui. Et ça, c'est une transformation majeure. Et en fait, on n'entend pas du tout la NUPES parler de ça aujourd'hui. Non. Alors on va en parler de la NUPES ou de la NUPS, avec ce petit goût de chips, comme avait dit Sandrine Rousseau, décidément. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a un petit peu surpris hier en proposant la création d'un groupe unique, parce que je vous rappelle que ce qu'a dit le Conseil d'État, ce n'est pas que la NUPS est un groupe, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, réponse assez ferme de tous ceux qui ont accepté cet accord et qui ont rappelé les termes de l'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que la NUPS commence à se fissurer ?
En fait, la NUPES, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. C'est des compromissions politiques pour à la fois et puis dans des valeurs non républicaines, parce que je pense pas que Valérie Rabault a beaucoup de valeurs en commun avec Sandrine Rousseau. Qui a des valeurs non républicaines dans la NUPES. Elle n'y est pas. Vous pouvez me Valérie citer un Rabault. exemple d'une députée ou d'un député élu à la NUPES qui n'est pas républicain, qui n'a pas de valeurs républicaines? Alors, je peux citer Daniel Obono. Daniel Obono n'a pas de valeurs républicaines. Pour moi, à titre personnel, je considère que j'ai des divergences fondamentales vous ayez des avec divergences, oui, qu'elles sont anti-républicaines, c'est autre chose. Écoutez, en tout cas, elle a été réélue. Je ne vais pas contester ça et je la félicite bien évidemment. Aussi la République. Mais il y a ni unité politique, ni valeurs qui sont communes en fait dans tous ces groupes-là. Donc en fait, c'était une alliance pour obtenir des postes, pour sauver le financement de certains partis, parce que rappelons-le, Europe Écologie Les Verts était très endetté à la suite de l'élection présidentielle parce que son candidat n'a pas pu passer la barre des 5%. Et du coup, c'est un bloc pour des postes. Et on le voit encore, la proposition de Jean-Luc Mélenchon, c'est pourquoi? C'est pour aussi éviter que le Rassemblement national récupère peut-être certains postes stratégiques. Il se dit que si on fait un groupe unique, à la base c'était un intergroupe, mais maintenant ils veulent faire un vrai groupe parlementaire qui a été refusé. C'est aussi pour récupérer des postes stratégiques à l'Assemblée nationale, parce que finalement Jean-Luc Mélenchon était parti bien en tête, je vais devenir Premier ministre, je vais avoir le plus gros groupe. Finalement c'est pas le cas, c'est la surprise, et c'est là où c'est sidérant pour tout le monde, c'est que c'est le Rassemblement national qui est le plus premier groupe d'opposition. Et ça il faut le dire, c'est pas la NUPES, c'est le Rassemblement national. C'était un cartel, c'est la démocratie, ça aussi. Alors, rappelez-vous les apparentements du début des années 50 qui avaient été mis en place pour éviter le RPF du général de Gaulle. C'est un accord électoral légitime. Il avait rassemblé le vote utile le 10 avril, et il a dit voilà, je suis dominant à gauche, maintenant discutons. Et puis, effectivement, ils ont passé un accord électoral porteur, d'ailleurs, parce qu'ils ont tous augmenté, ou à peu près, leur groupe. Sauf que, bon, initialement dans l'accord, il n'était pas question d'un groupe unique. Voilà. C'est là. Oui, mais elle se fissure pas. Non. Elle a toujours été comme ça. Oui. Qu'il ait essayé, que Jean-Luc Mélenchon ait voulu profiter de l'occasion pour essayer de faire un groupe où, naturellement, ils auraient été, puisqu'il n'est plus à l'Assemblée, ils auraient été dominants. Je veux dire, c'est de bonne guerre. Oui. Mais c'est de bonne guerre aussi qu'on lui dise non, monsieur. Oui. Mais je trouve ça logique. C'est un accord électoral, c'est légitime. Il me plaît pas. J'aime pas beaucoup les compromissions dont on parle, mais il n'empêche quand même que c'est comme ça que ça marche. Ce que je trouve intéressant quand même dans le débat, c'est que je partage l'avis de Régis de Castelnau, c'est pour dire à quel point la situation institutionnelle de ce pays est en train de changer. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est l'alliance de la carpe et du lapin, que c'est uniquement électoral, pardon. Il y a plus de 350 points d'accord, et c'est d'abord un accord de gouvernement et un accord de politique majeure fait entre des forces politiques. Je remarque quand même qu'en face, on a un groupe qui s'appelle Ensemble, dans lequel il y a Horizon, LREM et le MoDem, qui ont été infoutus de présenter un projet aux Français pendant la campagne des législatives. C'est le projet du président de la République. Mais c'est lequel? C'est le projet du président. Les 24 pages du président de la République, vous l'avez reçu chez vous. Ce que je trouve incroyable, les 24 pages, le projet présidentiel, c'était le projet d'Ensemble. Moi, je trouve ça, pour les législatives. Dans le micro, parce que ça montre à quel point vous n'avez pas pris toute l'ampleur de ce qui s'est passé dimanche soir. Moi, je veux bien qu'on tire à boulet rouge sur la NUP, parce qu'il y a une promptitude et il y a un intérêt formidable à tirer sur la NUP. Mais il faut reconnaître que la NUP, elle a plutôt, non pas gagné son pari, mais elle a plutôt énormément progressé et fait progresser la gauche. Et sur des accords qui resteront fondamentaux à gauche. Il y a encore beaucoup de divergences et il y aura encore de débats. Ce qui est formidable dans la gauche, et c'est aussi sa faiblesse, c'est qu'on débat énormément. Vous voyez, c'est des forces politiques qui savent débattre. Il y en a d'autres qui ne savent pas débattre. Pendant 5 ans, la LREM a été incapable de débattre, même entre soi-même. Donc, effectivement, que Jean-Luc Mélenchon dise aujourd'hui, on a l'opportunité d'aller chercher la présidence de la Commission des Finances, c'est pas uniquement politicien. Ça permet d'écrire le budget de la France. Et donc derrière, par exemple, la question de la retraite à 65 ans, elle va se poser au sein de la Commission des Finances. C'est pas neutre. Et quand il dit, il y a une nouvelle donne parce que l'AERN est beaucoup plus fort et risque d'être le premier groupe d'opposition, est-ce qu'on ne devrait pas revenir sur l'accord et créer un seul groupe? Il a raison de poser la question. Oui. Et peut-être qu'ils ont raison en face de lui dire non. Mais c'est tout à fait normal. Heureusement qu'il la pose, cette question. Heureusement que quelqu'un se la pose. Mais sans concertation. Vous dites qu'il y a des débats, mais le problème, c'est qu'il a posé ce débat sans qu'il y ait de concertation préalable. Vous êtes formidable. Dans la presse. Mais intégrez la NUP, vous verrez à quel point on a négocié. Juste un peu d'honnêteté intellectuelle, parce que oui, il y avait un projet, pardon, parce que je pense qu'on n'a pas entendu, mais il y avait eu un projet présidentiel qui a été choisi lors du deuxième tour, et c'était le projet présidentiel, les 24 pages qui sont sur Internet, contre le projet de Marine Le Pen, que vous pouvez retrouver dans la profession de foi des candidats, qui était le projet de la majorité présidentielle. Ensuite, je suis malheureusement pas d'accord avec vous, c'est-à-dire que oui, Jean-Luc Mélenchon a raison de poser
la question d'un groupe unique. Mais le problème, c'est qu'il l'a fait en public devant les médias et qu'ils l'ont pas fait entre eux. Ils ne se sont pas posés entre eux. Vous nous auriez dit c'est des petits arrangements encore politiciens. Non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que ça renvoie une mauvaise image. Ça renvoie une mauvaise image à 24 heures du lendemain des élections. Ça renvoie une image des gens qui s'est fait claquer la porte au bout de 2 minutes. Il y avait des déclarations qui disaient le contraire. Vous voyez que tout le monde ricane un peu. Alors je ne suis pas d'accord avec vous, Nicolas Corato. J'imagine. Et moi je pense que pour de très bonnes raisons, puisque j'étais conseiller de Jean-Luc Mélenchon et que j'ai quitté la France Insoumise au moment où Jean-Luc Mélenchon a changé d'orientation politique. Il a le droit, et il l'avait dit très clairement au congrès du parti de gauche, à huis clos, il a dit « Notre objectif nouveau, c'est l'hégémonie à gauche ». C'est la continuation de cette politique. Il vient de tenter un coup d'hégémonie à gauche. Mais la réalité, hégémonique à gauche, d'ailleurs. La réalité, c'est que l'accord, quand il a été signé, justement, l'argument c'était mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. On a un programme de gouvernement, vous avez raison. Par contre, chacun aura son groupe. Or, s'il n'y a qu'un seul groupe NUPES, eh ben, il n'y a pas les autres groupes. Et donc, c'est une OPA réussie sur l'ensemble de la gauche. Bien évidemment, ça sera refusé par le PCF, par les Verts et par le PS qui, pour tout un tas de raisons, en particulier pour certaines idéologiques, je ne vais pas faire le détail, mais vous savez très bien les grandes divergences qu'il y a avec le PC ou le PS ou ELV sur des sujets différents avec la France Insoumise. Donc ça n'arrivera pas. Et ils ont été mis un peu devant le fait accompli, vous avez raison, quand M. Mélenchon a déclaré cela. Et par contre, oui, mais là, Jean-Luc a réussi une manœuvre tactique électorale. Il est doué. Félicitations. Il passe de 17 députés à 71. Mais je me souviens de son visage, et je le connais suffisamment bien, au moment de son discours du premier tour. Et il était déprimé. Et il était déprimé parce qu'il sait compter. Et il sait où il en est, où en est la gauche. Et la gauche en est qu'après 5 années de macronisme, les gilets jaunes, la destruction de l'hôpital public, ils ont pas réussi à finir. La gauche perd 500 000 voix. Et énormément dans les catégories populaires. Par contre, le Rassemblement national prend plus de 1,2 million, 1,3 million supplémentaires en faisant une mauvaise campagne. Et en particulier dans les milieux populaires. Et en législatif, plus 2 millions de voix par rapport à 2017. Exactement. Et quand on vient de gauche, moi je viens de gauche, même si je suis souverainiste, parce que la souveraineté, je pense, est de gauche et de droite, évidemment, c'est un échec total. Et c'est bien, ça montre bien que l'abandon des questions de souveraineté, l'abandon de toute une série de préoccupations sur la sécurité, sur l'immigration, par la gauche, la condamne auprès des catégories populaires et que c'est la continuation d'une pente négative. Et moi, ça m'inquiète que on en reste là, on se félicite, on fait à gauche, on fait comme si on a gagné, alors que la réalité, c'est que c'est gros comme une montagne. C'est le RN. Il n'a même plus besoin de proportionnel. Il fait 89 élus avec une mauvaise campagne et c'est eux qui ont le premier groupe d'opposition. On va en parler dans un instant du RN. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Allez, peu de temps pour parler du RN, mais je vois Clémentine Autain qui dit la banalisation de l'extrême droite par la Macronie coûte extrêmement cher au pays. Marie Cabret, qui était candidate, dit écœurant cynisme qui consiste à s'offusquer de la banalisation de l'extrême droite alors que des bulletins électoraux RN ont été bien utiles pour élire les députés NUPS. Conséquence de cette stratégie, RN, second parti de France, la porte a été ouverte notamment par LFI. On a vu effectivement un sondage, enfin c'est même plus qu'un sondage, c'est le vote. Les électeurs NUPS sont plus nombreux à avoir voté RN au second tour en cas de duel Ensemble RN que les électeurs d'Ensemble avoir voté RN en cas de duel NUPS. Et les électeurs LREM se sont beaucoup abstenus majoritairement quand il y avait des duels. Entre s'abstenir et voter RN, quand vous vous abstenez, vous faites majoritairement monter le Front National. Mais ce que je trouve intéressant... on fait mieux monter le Front National en ne votant pas qu'en votant. Je vous trouve formidable ce matin, parce que ce que j'entends, c'est que c'est la NUP qui est responsable du score de l'extrême droite. Et c'est le discours qui est en train de s'établir. Si, c'est le discours qui est en train de s'établir. Clémentine Autain dit... La NUP n'a pas été au pouvoir pendant 5 ans que je sache, sinon ça se serait vu. Et on s'en souviendrait et vous nous en auriez beaucoup parlé. C'est pas la NUP qui a tenu le pouvoir pendant 5 ans. C'est pas la NUP qui a dit que pendant 15 jours, que si on élisait les gens de gauche, ça allait être la Russie au pouvoir, l'Ukraine au banc des nations, qu'on allait renoncer à tout notre savoir-vivre, etc. C'est pas la NUP qui aujourd'hui explique qu'elle est capable de gouverner avec l'extrême droite sur des projets, sur des majorités de projets ou sur des projets d'action. Voilà.
Qui parle du Rassemblement national de manière positive? Qui combat le Rassemblement national? En 2017, Jean-Luc Mélenchon n'est pas au second tour parce que Benoît ne se retire pas. En 2022, et il n'est pas au second tour parce que Madame Hidalgo veut aller jusqu'au bout dans le désastre du PS. Que vous vouliez parler positivement du Rassemblement national. Moi, j'aimerais que vous me parliez. Est-ce que quelqu'un a parlé positivement? Est-ce que quelqu'un a parlé positivement? Parlons du congrès qui vient du Rassemblement national où Louis Alliot va se présenter face à Monsieur Bordella. C'est très intéressant, ça. Pourquoi on n'en parle pas de ça? On va en parler. C'est pas un sujet. Vous dites que c'est le premier groupe d'opposition. Ils sont capables de trouver un président. C'est pas un sujet. Valérie, ne pas diaboliser les seuls responsables du vote du Front National sont les électeurs, d'accord? Et vouloir diaboliser des millions de personnes, alors je ne sais plus combien ça fait au deuxième tour pour Marine Le Pen, je trouve que ça commence à bien faire. Alors simplement, c'est pas pour dire du bien du Front National, je vais faire 3 citations. Première citation, Christophe Guilluy, le spécialiste de la France périphérique, qui dit, en voyant les structures de vote, qui a voté pour Marine Le Pen? C'est la France qui travaille. C'est intéressant. C'est la France qui travaille majoritairement. Ce sont les couches populaires. Et, ils font des scores chez les ouvriers que mon parti communiste n'a jamais fait. Si vous voulez, et du temps de sa splendeur. Mais ils s'abstiennent d'abord, Régis. Oublions pas qu'ils s'abstiennent d'abord. Ils ont plus voté qu'il y a 5 ans. Que dit Guilluy? Guilluy, il dit ils n'en démordront pas. Deuxièmement, que dit Jérôme Sainte-Marie? Je m'abrite derrière des experts. Jérôme Sainte-Marie, parlant effectivement de la contradiction entre NUPS et le Front National, dit c'est nuit debout, petite bourgeoisie déclassée contre les gilets jaunes, couche populaire. Et que dit ce matin Jérôme Jaffray, non pas Sainte-Marie, Jérôme Jaffray dans le Figaro? Il dit le vote Front National, étonnant, moi j'ai été le premier surpris, et le vote national cette fois-ci, c'est l'expression et la structuration politique du mouvement des Gilets jaunes. Et je crois qu'il a raison. Donc on devrait regarder les choses en face plutôt que de polémiquer, de continuer à dire ce que dénonçait, à faire ce que dénonçait Lionel Jospin en disant que le danger fasciste en France c'était du théâtre, et à regarder le paysage politique tel qu'il est. Oui. Qui veut répondre? Je considère qu'il y a un challenge qui est posé en fait par aussi cette création d'un groupe RN qui est pléthorique, que personne n'escomptait à ce niveau-là. Je pense que le challenge pour tous les partis, je dirais, de droite, de gauche, du centre, c'est aussi de montrer que le Rassemblement national n'a pas un projet déjà solide. Et donc, pas stigmatiser les électeurs, comme l'a dit Régis, mais de montrer que le projet n'est ni sérieux ni concret, que ce soit pour le pouvoir d'achat avec la baisse de la TVA qu'ils ont proposé, qu'ils n'ont cessé de marteler pendant des mois. De montrer aussi que maintenant qu'ils ont 90 députés, donc j'attends de voir aussi le profil des députés qui ont été élus, parce que je pense qu'il y a à boire et à manger dans ce groupe, c'est de voir en fait Marine Le Pen, elle veut montrer de quoi elle est capable, et maintenant elle a 5 ans pour se mettre au travail, de montrer vraiment ce dont elle est capable. Et je pense qu'elle n'est pas capable de grand chose, parce que pendant 5 ans on l'a pas beaucoup vue à l'Assemblée nationale. Après vous me direz, oui mais elle n'avait pas un groupe, etc. Maintenant elle a un groupe, elle va avoir des niches parlementaires, elle va proposer des choses, on va voir ce qu'elle va proposer. Moi je pense que le niveau et de ce qui sera proposé décevra les Français, et je pense que c'est ça qui nous permettra aussi de montrer aux Français le bon niveau de politique, est-ce qu'on peut transformer pour eux. Voilà moi mon vœu, j'ai envie de dire. Mais quand on profile les députés, la LREM n'était pas terrible à la dernière législature. Beaucoup de gens ont été déçus, et énormément de gens qui n'auraient pas dû être là et qui ont nui à la politique en France. Une dernière chose, le Rassemblement national effectivement a très très peu de cadres, a un programme qui change à 180 degrés tous les 5 ans, donc ils vont maintenant qu'ils ont 89 élus, on va voir s'ils peuvent travailler ou pas, sérieusement. Eh bien écoutez, ce sera d'autres débats. Merci à tous les 4, très bonne journée sur Sud Radio, à demain.